Nous allons continuer à manger du pain à prix raisonnable. La baguette de pain de 300 grammes reste à 250 francs CFA. C'est la principale information issue des pourparlers de 2 jours entre professionnels du secteur. Rencontre B2B entre opérateurs économiques maliens et mauritaniens en ligne de mire, une dynamisation du corridor Bamako-Nouakchott, une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat et du développement des relations commerciales entre nos deux pays. Séance de travail entre Saoudiens et Maliens pour une réussite de la phase cruciale des rites de pèlerinage à la Mecque. C'est ce vendredi que les 9000 pèlerins maliens quittent la Mecque pour Mina, ensuite Arafat, pour y effectuer certains des rites indispensables à l'accomplissement du Hajj. Amadou Traoré dit Amadou Djikoroni n'est plus le combattant infatigable de la cause du Mali, a été conduit hier en sa dernière demeure. C'était en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, 7 septembre, un mercredi, jour de Conseil des ministres au Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai grand plaisir à vous présenter. Ibrahim Djoumbélé, bonsoir. Avec vous donc, le communiqué du Conseil des ministres tenu ce matin à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Merci, Nania. Allô, Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de venir à notre édition et nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Au titre du ministère du Travail et de la fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique, le Conseil chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres, a adopté un projet de loi portant modification de la loi 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali. L'adoption de la loi du 23 septembre 1992 visant à créer un environnement juridique favorable à l'accroissement des investissements tant nationaux qu'étrangers, notamment à travers l'allègement des procédures relatives à la conclusion des contrats du travail, à la mise en chômage technique et au licenciement pour motifs économiques. Aujourd'hui, certaines dispositions de cette loi sont soit apparues imprécises ou inadaptées au contexte actuel. En outre, notre pays est souvent interpellé par les organes de contrôle de l'Organisation internationale du travail sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi du 23 septembre 1992 aux conventions ratifiées. L'adoption du présent projet de loi vise à corriger les insuffisances constatées. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de l'application des conventions internationales ratifiées par le Mali. Le projet de loi adopté clarifie les concepts de travail forcé. Il prévoit la rupture conventionnelle du contrat de travail. Il fixe des critères plus opérationnels de mesure de la représentativité syndicale. Il fixe l'âge d'admission à l'emploi à 15 ans. Au chapitre des mesures réglementaires, au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction d'un immeuble RDC+2 sur le site de l'ancienne direction régionale de l'Institut national de prévoyance sociale INPS de Ségou. Le marché relatif aux travaux de construction d'un immeuble RDC+2 sur le site de l'ancienne direction régionale de l'Institut national de prévoyance sociale INPS de Ségou est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise des compagnies maliennes de construction Comaco pour un montant de 2,558,681,879 francs CFA TTC et un délai d'exécution de 18 mois. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement 2014-2018 de l'Institut national de prévoyance sociale visant à diversifier ses ressources face à l'augmentation accrue et régulière des dépenses de prestations sociales, notamment des pensions et des allocations familiales. Elle contribue à renforcer les réserves techniques de l'INPS par un parc immobilier conséquent à l'abri des fluctuations du marché des dépôts à terme et des obligations. Le financement du marché est assuré à hauteur de 100% par le budget de l'INPS.
Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du contrat de concession relatif à la fourniture d'un système de sécurité de l'aviation civile et de l'immigration selon les modalités de construction, maintien et transfert entre le gouvernement du Mali et la société Sécuriport LLC. Le présent contrat de concession est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Sécuriport LLC pour une durée de 10 ans. Il porte sur la construction, la maintenance et le transfert d'un système de sécurité de l'aviation civile et de l'immigration. La réalisation de la concession permettra de renforcer le système d'identification des passagers de l'aéroport du Mali, du personnel d'aviation et de toutes les personnes ayant accès aux zones aéroportuaires. Elle s'inscrit dans le cadre des recommandations de l'Organisation internationale de l'aviation civile en matière de lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants dans les frontières aéroportuaires. Elle s'inscrit également dans le cadre de la mise en place d'un cadre institutionnel pour la gestion de la redevance de sécurité aéroportière. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère des Mines, chargé de mission, M. Abdoulaye Bamba, économiste gestionnaire. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, ministre conseiller à l'ambassade du Mali à Addis Abeba en Éthiopie, M. Ngolo Fomba, conseiller des Affaires étrangères. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Moscou, M. Youssouf Draman Kone, conseiller des Affaires étrangères. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Libreville au Gabon, M. Drissa Malé, conseiller des Affaires étrangères. Premier conseiller à l'ambassade du Mali à Abu Dhabi, M. Mohamed Ibrahim Haïdara, conseiller des Affaires étrangères. Conseiller culturel à l'ambassade du Mali à La Havane, Cuba, M. Moussassi, journaliste, réalisateur. Consul au consulat général du Mali à Khartoum, M. Yaya Karambé, magistrat. Au titre du ministère de l'économie et des finances, inspecteur à l'inspection des finances, M. Draman Koulibaly, inspecteur des finances, M. Aliou Tal, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement, directeur des ressources humaines du secteur des infrastructures, M. Ismaïla Ouattara, professeur principal. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative à la politique nationale des droits de l'homme, PNDH, et son plan d'action 2017-2021. L'élaboration de la politique nationale des droits de l'homme vise à doter notre pays d'un cadre de référence des actions à mener dans le domaine des droits de l'homme. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre des instruments internationaux ratifiés par le Mali. Sur la base des orientations définies, la politique nationale est articulée autour des 4 axes que sont la promotion des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, l'assistance aux acteurs, la coopération internationale. La mise en œuvre de ces axes contribuera à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Mali et en assurant une plus grande effectivité des droits. Elle contribuera aussi à la dynamique de réconciliation nationale et de renforcement de la cohésion sociale. La politique nationale des droits de l'homme est assortie d'un plan d'action 2017-2021 de 3 milliards 751 millions de francs CFA dont le financement est assuré par l'État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Yana Alou Traoré, à vous. Merci Ibrahima Djambélé. Nous poursuivons ce journal. Vous le savez, le Premier ministre estonien était en visite au Mali lors de son séjour de 48 heures. Il s'est rendu à Koulikoro à la faveur d'une visite au contingent militaire de son pays engagé dans la formation de l'armée malienne dans le cadre de l'EITM. Sur place, il a encouragé les soldats estoniens qui interviennent dans l'infanterie et dans la logistique au sein de l'EITM
lui-même et a rappelé le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre le Mali et l'Estonie dans divers domaines d'intervention. Et c'est hier que la délégation a pris congé des Maliens. C'est son homologue Modibo Keïta qui l'a accompagné en présence de plusieurs membres du gouvernement. Et avant le départ, les deux personnalités se sont entretenues toujours dans le cadre du raffermissement des relations Mali-Estonie. Voilà, la visite du Premier ministre estonien au Mali. C'était hier donc à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. Fin de visite de 48 heures. Je vous propose à présent de suivre un extrait d'un dossier sur l'éducation nationale, dossier réalisé dans le cadre du 3e anniversaire de l'élection du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la magistrature suprême. Bourama Traoré nous apprend que l'année scolaire 2015-2016 s'est déroulée dans un climat apaisé, autrement une année scolaire normale au Mali. Si ce n'est pas une première, cela fait longtemps en tout cas qu'elle n'était pas arrivée. Des acquis importants ont été enregistrés en 2015 au niveau de la formation, du recrutement d'enseignants et de la réalisation des infrastructures. En chiffre, c'est plus de 6000 enseignants recrutés et près de 1000 salles de classe construites ou réhabilitées. Suivons ensemble. Comme l'affirme l'artiste, le philosophe Platon n'en dit pas moins. Un homme qui néglige l'éducation traverse la vie d'un pas chancelant. L'éducation est de toute évidence l'un des piliers essentiels du développement d'un pays. C'est ce qui semble être compris par la communauté éducative malienne. L'ambition commune et affichée est de redonner au système éducatif malien toutes ses lettres de noblesse, avec comme préalable bien sûr la restauration d'un climat apaisé à l'école. Sur l'année scolaire 2015-2016, le regard des acteurs de l'école est on ne peut plus positif. Le climat a été très apaisé. C'est dû au dynamisme du gouvernement. Je vais citer le département en charge de l'éducation, notamment le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont été à l'écoute des différents acteurs. L'année scolaire 2015-2016 s'est assez bien passée dans les écoles, surtout dans les fondamentales où il n'y a pas eu de remue-ménage, les sorties intempestives des élèves. Ce n'était pas arrivé depuis belle lurette. Une année scolaire normale au Mali, celle de 2015-2016, est le fruit d'un effort commun du département de l'éducation et autres acteurs de l'école. Mais le plus difficile s'appelle désormais le maintien de cette accalmie. Et les partenaires de l'école en ont conscience. Nous visons aujourd'hui à rester dans les classes parce que nous sommes sûrs qu'avec des sorties intempestives, avec des sorties dans le désordre, il ne peut pas avoir de formation de qualité que nous avons besoin aujourd'hui. Le climat social apaisé et unanimement salué a permis l'exécution correcte des programmes et le bon déroulement des différents examens. Au finish, une nette amélioration du taux de réussite. Au bac 2016, par exemple, le taux d'admission est de 24,28% contre 17,99% en 2015. Dieu merci, nous sommes sortis grands cette année. Au regard des résultats dans les académies, donc nous avons constaté une amélioration parfaite. Depuis quelques années, le département de l'éducation nationale s'est engagé dans un processus de moralisation des examens, une mesure qui vise à assainir et à purger des pratiques malsaines comme la fuite des sujets et les fraudes. Les examens n'ont de sens que si ils évaluent le niveau réel des enfants. Et ce niveau réel ne peut être affirmé que dans des situations correctes où l'enfant a pour seul repère ce que lui connaît, sa connaissance. L'heure de la prise de conscience semble donc sonner. A-t-on d'autres choix? Certainement non, puisque c'est là que se joue le futur de l'école malienne.
À suivre donc l'intégralité de ce magazine après ce journal. Et nous avons ces messages de félicitations du président de la République. D'abord au roi du Swaziland à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il me plaît d'adresser à votre majesté ainsi qu'au peuple frère du Swaziland, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives, chaleureuses félicitations en cette heureuse circonstances. Je voudrais vous réaffirmer ma constante disponibilité à œuvrer de concert avec votre majesté au raffermissement des relations d'amitié et de fraternelle coopération existant entre nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité croissante du peuple frère du Swaziland. Je vous prie d'agréer, majesté, l'assurance de ma très haute considération signée Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous avons ce autre message de félicitations adressé à Michel Temer, président de la République fédérative du Brésil. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est agréable d'adresser à votre excellence ainsi qu'au peuple du Brésil, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette agréable circonstance pour vous assurer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. Je forme des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple brésilien. Je vous prie d'agréer, excellence, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Demain, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, le thème national est synergie, alphabétisation, éducation non formelle, formation professionnelle et technologie de l'information, de la communication, facteur incontournable pour un développement durable. La journée est placée sous le parrainage de l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. À l'occasion de cette journée, voici un extrait du discours du ministre de l'Éducation nationale. Il est au micro de Moussa Fane. Chers compatriotes, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain, jeudi 8 septembre, la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2016. Pour commémorer la Journée internationale de l'alphabétisation cette année, le thème choisi au niveau international est « Lire le passé, écrire l'avenir ». Au Mali, le thème retenu en lien avec le thème international est synergie, alphabétisation, éducation non formelle, formation professionnelle et technologie de l'information et de la communication, facteur incontournable pour un développement durable. Ces deux thèmes sont évocateurs par leur pertinence et se situent en droite ligne de nos politiques nationales en matière d'éducation-formation. En effet, pour une population à majorité analphabète, l'alphabétisation et la formation professionnelle constituent des moyens essentiels pour l'acquisition des connaissances et des compétences lui permettant de participer pleinement au processus de développement socio-économique et culturel du pays. Chers compatriotes, la cérémonie de lancement officiel des activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation édition 2016 aura lieu le jeudi 8 septembre 2016 dans la salle de spectacle du stade Omnisport Modibo Keïta. Cette cérémonie est placée sous le haut parrainage de Madame la Première Dame, Madame Keïta Aminata Maïga. Intégralité de ce discours à suivre après cette édition. Désormais, il existe une foire pastorale au Mali. La première édition a été lancée à Cathédrale par le ministère de l'Élevage et de la Pêche pendant une semaine. Éleveurs et agro-pasteurs feront de bonnes affaires à travers des ventes de produits et de bétail. À suivre donc ce reportage au cours de ce journal. Et nous avons ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session extraordinaire en cours
cours. Une séance plénière se tiendra jeudi 8 septembre 2016 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux des séances plénières du 15 et 29 décembre 2015. 2. Délibération sur des projets de loi. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir des 10 heures dans la salle Awa Keïta. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Pour tous ceux qui consomment le pain au petit déjeuner, rassurez-vous, le prix de la baguette de 300 grammes reste le même, c'est-à-dire 250 francs CFA. Assurance a été donnée par les professionnels du secteur à l'issue de pourparlers de 2 jours, rencontre placée sous la supervision des responsables du ministère du Commerce. Batraoué pour le reportage. Lorsque les acteurs décident de se mettre autour de la même table, le compromis est vite trouvé. Boulangers, livreurs de pain et commerçants détaillants du Mali décident de souffler dans la même trompette pour le bonheur du consommateur malien. Le boulanger doit céder le pain au distributeur de pain à 200 francs. Le distributeur de pain doit céder le gros pain à 225 francs. Et le détaillant doit céder ça au consommateur à 250 francs. Il y aura la création d'un cadre de concertation entre l'ensemble des parties pour voir les difficultés des uns et des autres, pour que nous puissions dégager une solution appropriée aux problèmes posés. Les négociations se sont déroulées sous la coordination du département en charge du commerce. Toutes les parties prenantes étaient dans la salle, notamment le syndicat des boulangers, le syndicat des livreurs, la coordination des actions de commerçants d'État et le SINACODEM. Et aussi, les questions ont été bien examinées pour que chacun ait sa marge qui puisse lui permettre de mener son activité en attendant la prochaine réunion du cadre de concertation. Visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, c'était sur le site du barrage de Taoussa. L'objectif est de donner un élan aux travaux de construction de cette infrastructure hydroélectrique. Le constat est positif, nous précise Ali Idrissa Maïga. Par souci de faire de cet ouvrage un tremplin aux activités de développement, le ministre Malik Al-Husseini s'est rendu à Taoussa où se déroulent normalement les travaux. Concrètement, le sentier des bâtiments devant abriter le personnel ainsi que les installations et équipements du barrage avancent à la satisfaction des visiteurs, dont le député élu à Bourem et plusieurs membres de la délégation. Nous sommes venus pour évaluer avec les services techniques l'état d'avancement des travaux préparatoires. Il faut dire que nous sommes réellement très satisfaits. Premier point de satisfaction, nous avons trouvé des populations très impatientes. Ces populations attendent de pouvoir bénéficier des impacts de ce projet-là. Il y a d'abord la route, Gao-Bourem-Taoussa, une route qui va être aménagée et bitumée sur 130 km, qui va donc faciliter le transport, le déplacement et d'une manière générale le désenclavement du cercle de Bourem. Cependant, des difficultés jalonnent le déroulement des travaux de réalisation de ce barrage. Elles sont liées surtout à l'environnement. Pour la circonstance, des mesures sont arrêtées. Le site choisi est au flanc d'une dune de sable. Vous voyez, donc le projet préalablement a été obligé de faire des travaux de fixation des dunes. Et comme on est dans un milieu désertique, le projet a aussi fait des plantations. Mais malheureusement, les plantations n'ont pas pu être entretenues. À l'issue de cette visite, c'est un ministre optimiste et confiant quant à la réalisation de cet ambitieux projet de développement. Nous ne ménagerons aucun effort afin que ces travaux se poursuivent et que d'ici la fin du mois de septembre, les travaux de la route démarreront et l'autre phase de construction même du barrage également sera planifiée. Sur le terrain, le ministre et sa forte délégation ont encouragé les travailleurs à redoubler d'efforts pour relever ce défi historique.
250 000 francs CFA, c'est le prix que la tonne rapportera au coton-culteur cette année. L'assurance a été donnée par le PDG de la CMDT lors d'une mission de supervision qu'il vient de boucler dans 3 filiales de sa structure. Et c'est la filiale du centre qui a été la dernière étape de la mission. Dans cette zone, comme les autres filiales visitées, l'état des cultures est satisfaisant. Envoyés spéciaux, Agali Agissa, Idrissa Traoré. Dans la filiale centre, le PDG de la CMDT a visité 2 champs de coton dans le secteur de Massigui. Dans le village de Togo, Chaka Kouyaté entend récolter 1,5 tonne par hectare sur une superficie de 13 hectares. Quant à Lassine Mariko, résident à Tondjo, il a pu réaliser 10 hectares de coton sur une prévision de 12. Dans l'ensemble, l'aspect végétatif des champs visités annonce une bonne campagne. Nous avons un programme de 130 000 tonnes de coton grain et 370 000 tonnes de céréales. L'espoir a encore permis pour l'atteinte de ces différents objectifs. Au cours des échanges avec les producteurs, l'assurance a été donnée que le kilogramme de coton sera acheté à 250 francs CFA et les préparatifs pour l'acheminement et l'égrainage du coton vont bon train. Nous avons pris sur nous au niveau de la CMDT à faire un programme minimum compte tenu de notre force. Mais nous allons renforcer ce programme vu le niveau de la production attendu. Aussi, la direction de la CMDT se fera fort de rencontrer toutes les usines à Sikasso le 15 septembre pour encore inviter l'ensemble des techniciens des usines à redoubler d'efforts afin que la campagne d'égrainage soit aussi une réussite. Le président de la CMDT nous a assuré déjà que le prix de 250 francs, l'argent est déjà prêt. Donc, tous ceux qui vont faire sortir même leur coton demain, ils vont trouver leur argent. Le PDG de la CMDT a promis la réalisation des projets de maraîchage et de transformation des produits agricoles. Une initiative qui devra permettre une plus grande participation des femmes à la promotion agricole, comme le cas du groupe féminin Benkadi de Gouana, non loin de Fana. Ces femmes entretiennent un champ de démonstration sur les bonnes pratiques agricoles. Ce champ d'1 hectare sera doté d'un forage pour permettre son exploitation à toutes les périodes. Je vous le disais tantôt, il existe désormais une foire pastorale au Mali. La première édition a été lancée à Cathédrale par le ministère de l'Élevage et de la Pêche. Pendant une semaine, éleveurs et agro-pasteurs feront de bonnes affaires à travers des ventes de produits et de bétail. La foire est organisée par le projet régional d'appui au pastoralisme en Sahel. Nos envoyés spéciaux, Daouda Siliki Djara et Seydou Sissoukou, nous en disent plus. Augmenter les revenus des éleveurs et agro-pasteurs à travers la promotion et la commercialisation du bétail, la foire pastorale voit le jour. Première du genre, cette foire rentre dans le cadre des activités de la composante 3 du PRAS Mali et permet aux populations en cette veille de fête de Tabaski d'avoir leurs moutons à des prix abordables. Il s'agit aussi de faciliter l'accès des consommateurs aux produits pastoraux et aux animaux. Ces objectifs affichés par la présente foire confortent les ambitions du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui sont de permettre aux Maliennes et aux Maliens d'accéder aux produits d'origine animale à des prix compatibles à leur pouvoir d'achat afin de réduire significativement la malnutrition des populations. La foire est bien fournie en produits pastoraux et en bétail. 149 éleveurs ont pu acheminer au Dral de Kati 26 941 ovins, 160 caprins et 1502 bovins. Les prix de vente des moutons oscillent entre 50 000 et 300 000 francs CFA. Cette foire-là nous a beaucoup servi parce que c'est un moyen pour que les gens sachent qu'à Cathédrale, il y a assez d'animaux. Il y a des ovins, il y a des caprins, il y a même des bovins. On a vendu. Ici, le rythme est un peu lent au début de la semaine. C'est le jour même de foire, c'est le samedi. Alors le samedi, je sais que les gens viendront beaucoup. La particularité de cette foire pastorale est que parallèlement aux activités commerciales à travers l'exposition vente de bétail et des produits pastoraux, dans des stands et autres espaces aménagés à cet effet,
La foire sera également une opportunité d'informer et de sensibiliser les passeurs et agro-passeurs à travers des exposés thématiques sur la gestion d'aménagements pastoraux et d'infrastructures marchandes. Le ministre a appelé les cadres de son département à plus d'initiatives, cela afin qu'ils puissent apporter des réponses idoines aux préoccupations des éleveurs et agro-pasteurs. Une délégation d'opérateurs économiques maliens est en visite à Nouakchott, en Mauritanie. La visite s'inscrit dans le cadre du partenariat et du développement des relations commerciales entre le Mali et la Mauritanie. En ligne de mire, une dynamisation du corridor Bamako-Nouakchott par une meilleure fréquentation du port de la capitale mauritanienne par les opérateurs économiques maliens. Les deux parties ont eu une séance de travail ainsi que de nombreuses rencontres sectorielles. Nos envoyés spéciaux sont Tchédje Kamara et Yaya Kounati. À 1300 km de Bamako, Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, un pays de 4 millions d'habitants avec une importante façade maritime et des installations portuaires qui peuvent bien être utiles aux opérateurs économiques maliens. Le port de Nouakchott est censé être naturellement, selon les discours, celui du Mali, mais selon les constats, ce n'est pas encore la destination favorite des opérateurs économiques maliens et pour cause. Premièrement, il y a de cela quelques années, le port de Nouakchott lui-même devait être repris, mise au nord. Deuxième raison, c'est que pendant ce temps, les gens ont pris des habitudes. Vous savez, le commerce, quand on a quelque chose de bien huilé et qui marche, c'est difficile de le lâcher pour quelque chose qui est incertain. Et voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour poser les conditions, poser les jalons pour que ça soit clairement dit et que les gens sachent à quelles conditions ils vont venir travailler. Dynamiser donc l'axe Bamako-Nouakchott, tel est l'objet de la mission des opérateurs économiques maliens en visite de 48 heures en Mauritanie. Il s'agit d'identifier et de lever les obstacles qui se posent au plein épanouissement des relations économiques entre les deux pays. C'est une possibilité qui s'offre aux Maliens en plus des autres possibilités d'entrée des autres pays. Donc le gouvernement a voulu appuyer les opérateurs économiques maliens à travers le Conseil malien des chargeurs pour venir voir quelles sont les potentialités qui s'offrent aux Maliens et de façon concurrentielle. À l'écoute des opérateurs économiques maliens, leurs homologues mauritaniens ainsi que des responsables de l'administration douanière et du port autonome de Nouakchott, des hôtes décidés à conquérir des parts de marché dans le transit et l'acheminement de marchandises du Mali ou à destination de notre pays. Nous nous attendons à, à la codification de certains process d'activité qui vont permettre à nos opérateurs de gagner plus, à nos deux pays de gagner plus, mais aussi aux économies de nos deux pays de diversifier les créneaux et de gagner en performance. Les membres de la délégation malienne n'en attendent d'ailleurs pas moins. La production de la CMDT est en train d'augmenter. Nous projetons de faire plus de 700 000 tonnes pour la campagne à venir. Et actuellement, nous passons par 3 ports. Nouakchott est une opportunité pour nous, donc d'étudier les possibilités de sortie par le port de Nouakchott et voir quels sont les avantages comparatifs que le port de Nouakchott peut nous offrir. Nous utilisons l'axe, il y a des choses à améliorer, comme tous les autres axes, notamment les tracasseries des postes de contrôle, qui sont des handicaps pour l'acheminement rapide de nos marchandises. Et aussi, nous avons aussi au niveau du port, c'est un problème dû au dépotage, qu'avec les autorités de la portière, nous sommes en train de trouver de bonnes solutions. Nous avons présentement nos conteneurs qui sont déjà là, mais nous demandons la fluidité, raison pour laquelle nous avons décidé avec les conseils maliens des chargeurs pour faire les déplacements. Outre les échanges en groupe, la première journée de la visite aura été marquée par des rencontres B2B, c'est-à-dire entre opérateurs selon leur secteur d'intérêt. Direction la Côte d'Ivoire, où le Mali vient de bénéficier de sa première cotation de l'emprunt obligataire à la cote de la bourse régionale des valeurs mobilières sur une prévision de 65 milliards. L'État du Mali a mobilisé plus de 100 milliards de francs CFA. Oumar Maïga. Le son de cloche de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire marque l'entrée en bourse du gouvernement et du trésor du Mali. Pour la première fois, l'État du Mali bénéficie d'un emprunt obligataire à la cote de la bourse régionale des valeurs mobilières.
C'est l'année du Mali. Nous avons en début d'année fait la première cotation de la BOA Mali à la BRVM. Aujourd'hui, nous cotons le premier emprunt obligataire de l'État du Mali. Cela montre l'engagement de l'État malien à solliciter l'épargne locale de la sous-région pour le financement de l'économie malienne. La cotation permet au Mali de développer son marché secondaire de la dette, renforcer la liquidité et faciliter les échanges des titres. Ce qui fait du marché régional malien un véritable cadre financier au service du développement. C'est un mécanisme extrêmement important qui a été lancé pour financer les projets d'infrastructure qui sont dans le cadre de la vision du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. La première cotation de l'emprunt obligataire, État du Mali 6,20% 2016-2023, fut un grand succès. Nous avons lancé le premier emprunt obligataire de l'État du Mali en avril pour lever 65 milliards. La période de souscription était de 21 jours. Au bout de 10 jours, nous étions à 119 milliards. Ça prouve que les investisseurs ont une confiance au Mali. Donc c'est ça le grand succès. Le Mali est un intervenant régulier du marché monétaire. C'est la toute première fois que l'État émet un emprunt obligataire suivant les règles du marché des capitaux. La problématique de la jeunesse en Afrique et les perspectives de partage d'expériences dans sa gestion au Mali et en Guinée équatoriale, le sujet est au centre des échanges entre le ministre équato-guinéen de la jeunesse et l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale. Cette rencontre élargie à une délégation de l'APEJ entend développer la coopération sud-sud. Pour plus de précision, écoutons l'ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale, Amadou Dem. Nos chefs d'État, le président Boubacar Keïta du Mali et le président Koubian Guéma de la Guinée équatoriale, ont constamment répété dans leurs discours leur attachement, leur préoccupation pour la jeunesse, pour son emploi, pour son devenir. Nous pensons que c'est un élément important pour que les pays puissent faire ce genre d'échanges et trouver des moyens de coopération ensemble. Et nous avons donc rencontré des responsables du département ici qui spontanément ont manifesté tout leur intérêt. Très prochainement, une délégation de la Guinée équatoriale va aller au Mali pour s'inspirer des exemples et des expériences de notre pays et de voir comment on peut également les mettre aussi en présence ici en Guinée équatoriale pour partager ces connaissances-là, partager cette expérience et trouver des accords de coopération gagnant-gagnant pour l'ensemble du pays et pour le bonheur de notre jeunesse. Retour à l'actualité nationale, le président de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, en troisième région, Aousseni Amion Guindo, est venu entretenir les militants responsables à la base du parti sur la vie de la nation, les défis, les grandes ambitions du parti. Compte rendu, Sékou Konaté, Amadou Doulou, Oumar Bengali, ERTM Sikassou. C'est par le C de Kolondieba que le président de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a entamé sa visite en troisième région. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'activité du parti de la Kenouï en direction des structures de base. Nous sommes rendus dans ces localités pour effectivement faire l'état des lieux et pour leur passer le message du gouvernement, mais également les nouvelles modalités aujourd'hui qui régissent les élections, notamment relatives aux quotas des femmes. Donc il était important au niveau du bureau national de la CODEM et en faisant le tour de l'ensemble du territoire national. De Kolondieba à Sikasso en passant par Yanfolila et Bougouni, les responsables à la base ont été entretenus sur différents sujets intéressant la vie de la nation. La situation politique, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et les élections communales du mois de novembre 2016. Et les terroristes veulent nous effrayer, veulent nous intimider, veulent menacer la démocratie et c'est par cette même démocratie que nous allons faire en sorte que le terrorisme recule. C'est pourquoi nous soutenons la tenue de ces élections et c'est pourquoi nous soutenons encore ces accords entre les différents fils du pays et le gouvernement au quotidien se bat pour améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement se bat au quotidien pour faire en sorte que l'insécurité recule dans notre pays
quand bien même ce n'est pas une affaire seulement du Mali, c'est une affaire mondiale. Une démarche fortement saluée par les militants à la base qui ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur adhésion aux idéaux du parti et leur soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et au gouvernement. Et c'est par la finale de la coupe dédiée au président Husseini Amion Guindo que s'est achevée cette étape de la 3e région. Et nous vous signalons qu'une dizaine de partis politiques demandent le retrait du projet de loi électorale déposé sur la table de l'Assemblée nationale et la convocation d'un cadre de concertation pour la rédaction des nouveaux projets faisant l'unanimité des leaders politiques. La déclaration a été faite aujourd'hui au siège du parti ADP Maliba. Et dans cette déclaration déposée à notre rédaction, l'Alliance des forces démocratiques pour le Mali, AFD Mali, constituée de 18 formations politiques et d'associations au sein de la majorité présidentielle, prend acte du départ du gouvernement de son président Tchema Hubert Koulibaly et réaffirme son soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'AFD Mali félicite son président Tchema Hubert Koulibaly pour le travail abattu au sein du gouvernement, singulièrement à la tête du département de la Défense et des anciens combattants. La phase cruciale des rites de pèlerinage se prépare activement à la Mecque chez les 9000 pèlerins maliens. Vendredi soir, ces derniers quittent la Mecque pour Mina, ensuite Arafat, pour y effectuer certains des rites indispensables à l'accomplissement du Hajj. Les autorités des sites ont eu des séances de travail avec leurs homologues saoudiennes sur les derniers détails à régler avant le départ des pèlerins. Le point, c'est avec nos envoyés spéciaux Oumar Moussa Traoré, Abraman Douka Traoré et Abdou Gassamba. Les autorités en charge du Hajj ont procédé cette année à un changement de stratégie concernant l'accueil, l'hébergement et la restauration des pèlerins maliens sur les sites de Mina et Arafat, des lieux très cruciaux dans l'accomplissement du pèlerinage. Ce sont 3 sociétés de prestation de services qui vont s'occuper de l'accueil et de l'orientation de nos compatriotes, au lieu de 2 qui étaient en charge l'année précédente. La principale retombée devrait être de réduire le nombre de pèlerins sous la responsabilité d'une société de prestation de services. Ce chiffre sera ramené à 3000 contre 4500 l'année précédente. Une intense activité a eu lieu lundi, où visites de sites et rencontres avec prestataires de services et autorités saoudiennes en charge du Hajj se sont succédés. Nous avons constaté effectivement que beaucoup de nos observations ont été prises en compte. Vous vous êtes rendu compte que la climatisation, il y a eu des changements, la disposition même des tentes, la sécurité, les toilettes. Aujourd'hui, c'était de voir un peu comment tout cela puisse être capitalisé et renforcé sur le terrain avec la participation, avec la présence des différents bureaux et l'accompagnement et le soutien pour la phase pratique des rites du pèlerinage. C'est ce vendredi que les pèlerins maliens quittent la Mecque pour Mina, ensuite Arafat, en vue d'accomplir les rites du Hajj. Avant ce départ, le Mali est en phase avec autorités saoudiennes et prestataires de services. Je suis en fait à votre disposition. Tout ce qui concerne les problèmes que vous pouvez évoquer, moi je suis là pour vous aider à trouver des solutions à ces problèmes-là en fait. Même tonalité chez les agences de voyage de la filière privée, dont les représentants ont pris part à toutes les rencontres de lundi. Nous sommes très satisfaits en tout cas des nouvelles dispositions prises par les autorités saoudiennes à l'endroit des pèlerins maliens. En tout cas, ça nous permet de gagner du temps. Et ça permet aussi d'identifier facilement les pèlerins. En tout cas, avec ce nouveau bureau, nous avons vu une autre façon de faire. Le moins que l'on puisse dire est que les autorités saoudiennes ont amélioré la communication autour du Hajj cette année et renforcé les mesures de sécurité autour des différents sites, ce qui est de bon augure pour le Hajj de cette année.
Il n'est plus, il s'agit de Amadou Traoré, dit Amadou Djikoroni, un dernier hommage à l'illustre disparu hier en présence du chef de l'État, du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement et chefs d'institutions. Intègre, fidèle à ses amitiés et à ses convictions, patriote convaincu, tels et ont été certains des qualificatifs que l'on a pu attendre lors de la cérémonie. Aoulusséni Touré, reportage. Amadou Seydou Traoré Djikoroni a tout d'abord été élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre posthume par le chef de l'État. Monsieur Amadou Seydou Traoré, professeur d'enseignement secondaire général à la retraite. Très cher tonton, ta vie de combat, de lutte, te vaut qu'aujourd'hui, nous venions en le nom de la République, de la patrie, te rendre l'ultime hommage. Au nom de la République du Mali, nous nous faisons commandeur de l'Ordre national du Mali à titre posthume. Ensuite, se fit la série de témoignages, dont celui de son petit-fils Moussa Traoré. Entre deux sanglots, il a, au nom de la famille, exprimé sa tristesse, mais aussi son bonheur d'avoir profité des qualités remarquables de celui qui a été pour eux un ami et un confident. L'IMRDA, le seul parti qu'il a connu jusqu'à sa disparition ce dimanche 4 septembre, lui a rendu hommage et a reconnu en lui un de ses militants et dirigeants de valeur. Je me souviens de la personnalité de tonton Amadou Traoré, de son courage et de sa constance dans les choix, de toutes ses attentions et de sa grande générosité envers les autres. On ne rentre jamais chez cet homme et sortir sans avoir appris de nouveau. Homme politique de grande qualité, infatigable pour le rétablissement de la vérité historique du Mali, écrivain talentueux, historien de valeur. Amadou Djikoroni, pour les intimes, nous laissera l'image indélébile de la droiture, de la probité et de l'amour de sa patrie. Dans son oraison funèbre, le secrétaire général de l'IMRDA a décrit le défunt comme un homme qui n'accorde aucune importance au luxe. Aussi, sa vie a été dédiée au combat politique et à l'amour de sa patrie. Exceptionnel, enfin, Amadou l'a été à toute épreuve, à l'idéal, à l'amitié, à la camaraderie de combat, au point d'en faire un véritable culte. J'en veux pour preuve l'ouvrage monumental, l'encyclopédie historique qu'il a eu à éditer à l'occasion du centenaire du président Modibo Keïta. Je cite: la première édition de Modibo Keïta Discours et Intervention avait dans son avant-propos émis le vœu que vienne le jour où il sera possible d'avoir un autre recueil, complet celui-là, qui contiendra tous les discours et interventions du secrétaire général de l'Union soudanaise RDA depuis 1946. C'était en 1965. 50 années après, ce vœu est exécuté en grande partie à l'occasion du centenaire, le 4 juin 2015, de la naissance du grand homme, premier secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, père fondateur de la République du Mali. Pour avoir été acteur de premier plan ou témoin privilégié de l'histoire politique de notre pays et surtout de la grande épopée du parti, pour avoir été présent partout et toujours, dans le meilleur comme dans le pire. Le dernier acte de cette cérémonie a été la mise en terre de l'illustre homme, un homme qui aura compris et très tôt qu'il retournera un jour à la terre, en témoignent les nombreuses productions intellectuelles qu'il a voulu nous léguer en guise d'héritage. Dors en paix, Djikoroni.
Qui était Amadou Seydou Traoré dit Amadou Djikoroni? De la révolution de mars 91 jusqu'en 2002, il a occupé successivement les fonctions de secrétaire à la communication, puis secrétaire politique du Bureau politique national de l'USRDA. Un panafricaniste convaincu, Youssouf Diakité nous dresse le portrait d'un homme plein de convictions. Amadou Seydou Traoré, communément appelé Amadou Djikoroni, est né le 13 juillet 1929 à Niafunké. Il a été accompagné ce mardi 6 septembre 2016 en sa dernière demeure par les parents, amis et connaissances. Homme de conviction et de vision, déterminé et engagé pour le développement socio-économique du pays, Amadou Djikoroni a occupé plusieurs postes de responsabilité. Instituteur puis professeur d'enseignement secondaire général de 1949 à 1986. Il a été jusqu'en 1968 directeur général de la librairie populaire du Mali, de l'imprimerie nationale, des éditions populaires du Mali et de l'Office national du cinéma. C'est pas tout. Amadou Djikoroni a été vice-président de la commission de presse et de la propagande du Comité national de défense et de la révolution. Premier secrétaire du SNIPIL, syndicat national de l'industrie du livre et de la presse. Conseiller pédagogique puis directeur de l'Institut de formation de maîtres. Président du conseil d'administration de la librairie nouvelle. Amadou Seydou Traoré est tout simplement un exemple à suivre. Lors de son arrestation en 1968, il laissa 3 sociétés d'État prospères, librairie populaire, Edim et Osinam, avec une situation de trésorerie des plus favorables. 2,640 milliards de francs maliens en espèces dans les différents comptes. Des stocks de marchandises valant plusieurs milliards de francs maliens. Des créances à recouvrer qui s'élevaient à plus d'1 milliard. Et, tenez-vous bien, 6 000 francs maliens dans son propre compte à la BMCD. 400 francs maliens dans sa poche pour un salaire mensuel de 47 500 francs. Tel fut Amadou. Homme politique de grande qualité, infatigable pour le rétablissement de la vérité historique du Mali, écrivain talentueux, historien de valeur. Amadou Djikoroni, pour les intimes, nous laissera l'image indélébile de la droiture, de la probité et de l'amour de sa patrie. Je me rappelle de sa dignité et de sa grande humilité, de son désir de dire la vérité et de corriger avec détermination ceux qui ont voulu falsifier l'histoire contemporaine de notre pays. On peut le dire, Amadou Seydou Traoré a été ami de toutes les générations et de toutes les couches socio-professionnelles. Il laisse derrière lui de nombreux enfants et petits-fils inconsolables. Je me rappelle encore de nos causeries devant ton bureau, nous insufflant la fibre patriotique et l'amour de cette nation que tu as tant aimée. Tu étais notre Google humain, notre bibliothèque. Abba fut un grand-père, un ami, une référence, une icône, un guide. Rien de tout ce que je ne pourrais dire ne saurait illustrer ce personnage si complet, complexe, drôle et pédagogue. Nos longues causeries nous manqueront à jamais, et à jamais tu resteras dans nos cœurs. Puisse Dieu t'accueillir dans son paradis éternel. Au revoir, vieux Sossoum. Au regard donc de son combat et sa contribution au développement socio-économique du Mali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé ici de le décorer à la médaille du commandeur de l'Ordre national du Mali à titre posthume. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, le parti SALI salue la mémoire d'un patriote intransigeant, d'un panafricaniste convaincu, doté d'une culture politique immense. Il présente ses condoléances à la famille du disparu et prie pour le repos de son âme. Oui, effectivement, que son âme repose en paix. Amen. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, 10h, 13h, Rachel Tessougué et les éditions du soir vous seront présentées par moi-même, j'espère. Bonsoir à tous.